Bonsoir à tous, merci de nous retrouver en direct ce soir sur Canal Algérie. L'avenir de l'université algérienne, ce sera le thème de ce soir. Alors, nous ferons en premier lieu le bilan de cette année, pas encore clôturé. Nous sommes au deuxième semestre, certains étudiants sont en pleine période d'examen. Une année exceptionnelle qui, impactée par la Covid-19, a dû s'adapter aux mesures de prévention sanitaire. Des cours en présentiel et en virtuel ont été prodigués. Comment cela se passe? Nous en parlerons ce soir avec nos invités. Nous nous pencherons également longuement sur l'apport de l'université algérienne dans le développement technologique. Quelle place tient-elle aujourd'hui? Déclassée ou mal classée sur l'échiquier international, l'université algérienne est plongée dans un malaise jusqu'à perdre sa véritable vocation. Comment lui redonner sa place de choix? Hier, lors du Conseil des ministres, il a été approuvé la création de l'École nationale supérieure des mathématiques et de l'École nationale supérieure de l'intelligence artificielle. Nous formons annuellement des milliers d'étudiants dans les domaines des sciences particulièrement, mais qui finissent souvent par être captés par des multinationales. Comment éviter cette fuite des cerveaux qui coûte très cher à l'Algérie? Quelle place donner à la recherche scientifique? Comment transférer la valeur scientifique en une valeur économique? Quel est le statut du chercheur dans notre pays? Quelle place pourrait-on donner à l'économie du savoir ou l'économie de la connaissance? Autant de questions aujourd'hui que nous tenterons de passer en revue avec nos invités. Nous accueillons ce soir sur notre plateau professeur Hichem Sofiane Salawati, bonsoir. Bonsoir, Sahaf Torkom. Sahaf Torkom également, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur du développement technologique et de l'innovation au niveau du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci d'être avec nous ce soir. Nous avons également avec nous professeur Hadi Ben Youssef, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'école polytechnique et directeur du laboratoire de valorisation des énergies fossiles. Merci de nous avoir fait l'honneur de participer à cette émission ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et nous accueillons également M. Boualem Saïdani. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Saïdani. Vous êtes directeur général des enseignements et de la formation supérieure au ministère de l'enseignement supérieur. Alors, messieurs, bonsoir. Sahaf Torkom à tous nos téléspectateurs. Un premier tour de table d'abord sur ce premier semestre. Quel bilan faire? Avons-nous respecté les délais pour les programmes? Comment se passe cette transition pour certains étudiants du présentiel au virtuel? Monsieur Saïdani. Absolument. Tout d'abord, je vous remercie pour votre aimable invitation à ce plateau et pour éclairer la communauté universitaire sur le bilan du premier semestre de l'année 2020-2021. Il faut dire que le secteur de l'enseignement supérieur est sorti d'une expérience assez intéressante de par la clôture de l'année universitaire 2019-2020 dans des conditions relativement acceptables. Eu égard à la situation tout à fait exceptionnelle que nous avons vécue et que nous sommes en train de vivre, voire de subir. Et donc, nous avons entamé l'année universitaire 2020-2021 relativement en retard comparativement aux années précédentes. Nous l'avons entamé début du mois de décembre. Avec un protocole sanitaire et pédagogique qui a été validé par les instances sanitaires, mais aussi par les instances scientifiques du ministère. Un protocole qui a été élaboré suivant une démarche participative et qui devrait être adapté à chaque université en fonction de ses potentialités, en fonction de ses spécificités. Et c'est comme ça que nous avons démarré cette année universitaire avec un système de vagues en présentiel et un enseignement continu à distance à travers des plateformes numériques. Le premier semestre s'est déroulé dans des conditions relativement acceptable, mais avec beaucoup de difficultés, oui. Car le défi était très très important. Il le demeure encore. Il y a eu une étude faite par au niveau des universités de l'ouest du pays où on relève plusieurs difficultés. Alors notamment, on évoque nombreux les étudiants qui n'ont pas accès à la plateforme faute de moyens, une connexion Internet de qualité médiocre, ça on le sait au niveau des cités universitaires, difficulté à assurer l'évaluation à distance, en particulier pour les premières années où le nombre aussi d'élèves est souvent bien plus élevé, souvent entrant en commun. Il y a eu quand même des difficultés pour les étudiants et même les enseignants
enseignants qui ne sont pas tous formés aux nouvelles technologies. Les difficultés sont là. C'est pour ça que je parlais de défi. Le défi est très, très important. C'est une situation auquel on ne s'est pas habitué, quoique le ministère de l'Enseignement supérieur s'y est préparé depuis 2004, mais de manière timide et à travers des actions ponctuelles pour la mise en place de cet enseignement à distance. Donc il fallait attendre l'arrivée du Covid-19. On a été pris de court et on n'avait pas le choix. Le Covid était là, l'année universitaire devrait avoir lieu. L'enseignement, on ne peut pas l'arrêter, il faut donc se débrouiller, il faut envisager un protocole qui va permettre le bon déroulement des activités pédagogiques, mais aussi tout en faisant très attention à la santé de la communauté universitaire. Il y avait des défis, mais le résultat est là. Le premier semestre est pratiquement terminé dans pratiquement les 95% des universités. Les examens ont eu lieu. Dans beaucoup d'universités, nous avons déjà bel et bien entamé le deuxième semestre. On est en train de travailler pour y remédier, pour traiter un certain nombre de difficultés. Comme vous l'avez signalé, le débit Internet qui demeure insuffisant. Mais là, c'est tout un travail, c'est toute une logistique, c'est beaucoup de moyens qu'il faut mettre sur la table. Nous avons eu des négociations assez difficiles avec Algérie Télécom, avec le ministère des Postes et Télécommunications. Alhamdulillah, après plusieurs réunions de travail, on a pu s'entendre sur les moyens à mettre en place et sur l'importance de l'EAD. Donc pour l'instant, on maintient cette méthode de présentiel et virtuel. Nous n'avons toujours pas le choix. Absolument. L'enseignement hybride, c'est un enseignement qui va être consacré comme mode d'enseignement au niveau de l'enseignement supérieur, même après le Covid. Mais quel impact cela peut avoir sur la qualité de l'enseignement, ce mode hybride? Je commence d'abord par dire que la situation que nous vivons a permis de mettre à l'épreuve notre conception. C'est de changer totalement de conception d'enseignement. Nous avons mis en place un système LMD, un système ECTS, mais on a gardé l'ancienne philosophie du système. Le fait d'avoir cette pandémie, ça nous a poussé à réfléchir, à mettre en place la philosophie réelle du système. C'est-à-dire où l'étudiant, qui n'est plus appelé étudiant, c'est l'apprenant, qui est le pilier de ce système-là, et qu'il y ait le présentiel, le temps présentiel doit être réduit par rapport à l'ancienne conception. Avons-nous les moyens Maintenant, avec ce que nous avons fait actuellement, il y a eu l'effort des étudiants, il y a eu l'effort des enseignants. Peut-être au niveau des écoles. Des écoles, c'est plus ou moins gérable. C'est vrai que j'ai le beau rôle parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec une promo de plus de moyens, moins d'étudiants. 30 étudiants par rapport à mes collègues d'université qui ont des centaines d'étudiants. C'est vrai qu'en termes de finalisation du programme, je peux dire qu'à l'école polytechnique, le premier semestre a été bien terminé, bouclé, et nous sommes à la 5e semaine du deuxième semestre. Vous êtes en avance par rapport aux 5e semaine, mais ce qui nous a permis, avec ce temps présentiel qui a été réduit, c'est-à-dire un réaménagement des enseignements. Tout ce qui est démonstratif, on le garde en présentiel. Tout ce qui est descriptif, on le laisse en distanciel. Et même au sein même du cours, l'enchaînement des cours a été réaménagé en ce sens, puisque nous avons des vagues. Et nous avons pu donner l'essentiel. Le défi est là, c'est vrai, mais ça nous pousse à aller vers un système où l'étudiant est le centre de ce système-là, qui est l'apprenant, qui doit être aiguillé. Et on ne doit pas lui mâcher le travail de bout en bout avec l'ancienne vision de l'enseignement à l'université. Et c'est ce qui se fait de par le monde. Et c'est l'échange aussi entre l'enseignant et l'apprenant. C'est-à-dire que même l'enseignant ne devient pas... Maintenant, peut-être qu'on doit relever par rapport aux problèmes techniques, en plus des problèmes techniques. C'est capter l'attention de l'étudiant lorsqu'on n'est pas en présentiel. Je l'ai constaté sur le terrain. L'étudiant se connecte, il y a quelque chose, on n'arrive pas à capter comme en présentiel. Il n'y a pas cette interactivité. On pose des questions. Voici peut-être des voies, des pistes qu'il faudrait réfléchir à aller pendant cette pour
pour essayer de capter. Oui. Et pourtant, vous avez un nombre réduit d'étudiants aujourd'hui. Les nouvelles technologies, l'utilisation des nouvelles technologies au niveau de l'université algérienne s'impose. Ça s'est imposé avec la pandémie. Il faudra continuer, évoluer dans ce sens. La qualité de l'enseignement peut en pâtir. Certains étudiants n'ont pas accès à ces technologies. Comment aujourd'hui pallier tout cela? Comment aujourd'hui faire face, donner la même chance à tout le monde? Concernant donc votre question, moi je dirais que la Direction générale de la recherche scientifique et de développement technologique a mis en place donc plusieurs mécanismes afin de permettre aux étudiants d'accéder aux technologies au niveau national. Ces technologies-là donc sont instaurées au niveau des centres de recherche scientifique au niveau national. Donc on pourra donc répertorier une vingtaine de centres de recherche qui dépendent du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et une dizaine d'autres centres de recherche qui sont dans les autres secteurs. Comment donc les étudiants puissent donc bénéficier du même apport? C'est à travers des programmes que nous avons donc mis en place, comme le programme Un projet à brevet, un programme High-Tech Technology for Students. Ces programmes-là sont donc destinés pour que les étudiants puissent bénéficier des plateformes technologiques, des plateaux techniques d'analyse physico-chimique, afin de pouvoir bien sûr réaliser leur projet de fin d'études, leur thèse de doctorat, et même font des recherches appliquées dans le cadre de réalisation des pour certaines catégories d'étudiants. Voilà, des brevets. Concernant donc dans la même lancée donc de la question sur le démarrage de cette année, donc pour ce qui est donc du bilan de la recherche scientifique, je dirais que l'expérience de la Covid nous a démontré que le potentiel chercheur existe en Algérie. Oui. Et ceci a été nous avons donc participé d'une manière très offensive à travers nos universités, nos centres de recherche et nos laboratoires de recherche. Dans le cadre, par exemple, je réitère, du protocole sanitaire que notre tutelle a instauré pour démarrer l'année universitaire, seul le centre de recherche en analyse physico-chimique, le CRAPC, a accompagné donc la rentrée universitaire par la distribution de 48 000 litres de gel hydroalcoolique sur les 109 établissements et aussi les résidences universitaires. D'autre part, donc plusieurs centres de recherche ont mis en place des plateformes technologiques basées sur l'intelligence artificielle, comme la COVID Fight qui a été faite par le CDTA. Il y a une autre application qui a été faite par le CREAD afin de lutter contre la pandémie. D'autres éléments aussi qui sont très intéressants, nous avons vu aussi la grande participation aussi des étudiants et des doctorants dans la lutte contre la Covid. Et c'est pour cela donc nous avons enregistré une centaine d'actions donc réparties sur plusieurs axes, à l'instar par exemple de la participation de la recherche scientifique dans le cadre des actions de dépistage qu'avait engagé l'Institut Pasteur au début de la pandémie. Je rappelle que dans le début de la pandémie, il y avait que l'Institut Pasteur qui faisait le dépistage, mais nos laboratoires universitaires, donc après accréditation de l'Institut Pasteur, sont venus donc à la rescousse au niveau national pour faire des tests de dépistage à la population et aux citoyens. Mais aujourd'hui, pour être plus performant, vous avez besoin de laboratoires plus sophistiqués. Vous n'avez pas encore. Non, je dirais, on ne parle pas de sophistication. Pourquoi? Parce que je dirais que nous avons un parc scientifique ou des infrastructures scientifiques au niveau national qui sont très développées. Hein. Je vous garantis ça. Donc nous avons la Direction générale de la recherche scientifique. Notre secteur a investi pendant 10 années à acquérir des plateformes technologiques, des plateformes d'analyse physico-chimique. Le produit final reste Muros. Là peut-être on parlera après, sur le lien, les mécanismes entre notre secteur ou bien l'université et le secteur socio-économique. Oui. Mais par contre, l'idée maintenant, c'est d'avoir une vision marché. D'abord, nous avons donc entamé cette vision, c'est d'accréditer nos laboratoires scientifiques au niveau des universités ou des centres de recherche. Nous avons eu donc récemment une accréditation d'ISO 17025 d'un laboratoire du centre de recherche des technologies industrielles dans le cadre de la sidérurgie et la métallurgie. Et d'autres centres de recherche sont en phase d'accréditation, comme le CRAPC, le CRBT, le centre de recherche en biotechnologie, et d'autres centres.
Alors, il y a des centres de recherche, vous parlez des chercheurs, mais la problématique aujourd'hui est de rendre tout cela tangible, réel, sur le marché. C'est toute la problématique. Mais avant d'en parler, on va continuer à parler de l'université de demain. Alors, l'université algérienne est à la croisée des chemins aujourd'hui. Son absence sur l'échelle internationale, en raison de sa faible performance, l'empêche d'être un levier du développement durable du pays. Est-ce qu'il faut penser aujourd'hui à la réorganisation, la restructuration de l'université algérienne sur le plan administratif, académique et scientifique? Il faut revoir aujourd'hui le modèle de l'université. Tout à fait. Vous avez raison de dire que l'université algérienne a besoin d'un sang neuf, a besoin d'un nouveau souffle. Nouveau. Elle a besoin d'une nouvelle organisation. Et c'est ce que Monsieur le ministre est en train de faire sur le terrain à travers la révision de la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur. Et cette loi d'orientation, il lui a donné une nouvelle vision, un nouveau look, avec une nouvelle philosophie. Une nouvelle philosophie qui trace la route de l'université de demain, qui est essentiellement basée sur à mon avis, sur quatre paramètres. D'abord, plus d'autonomie pour les universités. On va détailler tout cela. Pour libérer les initiatives. Qu'est-ce que l'autonomie de l'université, à quel niveau financier, académique? On va y arriver. Donc d'abord, sur le plan autonomie de l'université, libérer les initiatives. Le deuxième point, c'est l'ouverture de l'université sur son environnement socio-économique et même sur le monde international. Doter l'université de la responsabilité sociale et sociétale. Il faut que l'université participe à l'élan de développement socio-économique du pays. Et puis, dernier point, c'est qu'il faut passer à la normalisation aussi bien de l'acte de gestion que de l'acte de formation et de recherche. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, tous ces éléments, ces quatre piliers sur lesquels repose la nouvelle loi d'orientation, à mon avis, elle trace la voie pour une université performante, pour une université efficiente, pour une université qui va être la véritable locomotive du développement socio-économique de notre pays. Vous avez dit que l'université algérienne était absente. Je vous l'accorde dans l'ancien temps, mais depuis les années 2000, l'université algérienne quand même a fait des pas et des pas géants dans le sens positif, où on a actuellement sur le classement ou les classements mondiaux, les différents classements mondiaux, la présence des universités. On a celle de Sidi Bel Abbès et le cas de Sidi Bel Abbès, le cas de Tlemcen, de Constantine, de Béjaïa, de l'USTHB, même de l'université de Biskra, de l'université d'autres universités qui sont relativement performantes et qui se développent de manière très significative. Alors, cette loi d'orientation qui donne plus d'autonomie pour les universités, cette loi d'orientation aussi qui prévoit dans un chapitre la création de technopoles au niveau d'un certain nombre de régions. Nous allons commencer par la technopole de Sidi Abdallah, que nous allons mettre en place de manière progressive. Vous l'avez dit dans votre introduction, avec l'avènement des deux écoles nationales supérieures de mathématiques qui constituent la base de toutes les sciences, et puis à côté une école dédiée à l'intelligence artificielle qui est pratiquement maintenant, ce n'est pas une science qui est pointue, mais c'est une science qui concerne plusieurs disciplines, de la médecine vers l'ingénierie, vers les énergies renouvelables ou fossiles. On parle de créativité, d'innovation, d'aller vers l'immatériel plus que le matériel aujourd'hui. Mais je voudrais revenir sur l'autonomie des universités aujourd'hui. Qu'est-ce que cela veut dire réellement? Elles seront autonomes à quel niveau? Alors, on dit beaucoup que l'administration prend souvent le dessus sur le chercheur. Vous pourrez nous en parler tout à l'heure peut-être, alors que le chercheur a besoin d'être plus autonome. On parlait tout à l'heure des horaires flexibles dont a besoin un chercheur pour des publications, pour ses propres recherches, alors qu'il se retrouve un peu cloisonné dans un système assez fermé au niveau de l'université, avec des horaires assez cadrés. Aujourd'hui, on doit dépasser tout cela. Est-ce que c'est au niveau pédagogique qu'elle sera plus autonome?
Sur plusieurs plans. Puisque vous abordez le volet pédagogique, je vais vous dire que la nouvelle loi d'orientation, elle prévoit déjà la création d'une agence nationale d'accréditation et d'assurance qualité. Déjà, le ministère, il va se décharger de l'habilitation des offres de formation. Une université, elle monte son offre de formation dans telle discipline. Et ce n'est pas le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers ses instances internes, qui va évaluer la qualité de cette offre de formation, mais ça va être une agence nationale d'accréditation qui est complètement indépendante du ministère de l'Enseignement supérieur, qui va accréditer cette offre de formation et qui va faire de l'évaluation des universités et de leurs produits de formation et également de la qualité de leurs offres de formation. Déjà, l'université ou les écoles supérieures vont avoir la latitude de monter des offres de formation qu'elles vont soumettre à une agence complètement indépendante qui va les évaluer et qui va les accréditer. Ça, c'est sur le plan pédagogique. Sur le plan gestion, eh bien, un certain nombre de nominations, par exemple, au niveau interne, ça va être décentralisé au niveau des universités. Il faut qu'il y ait des roulements, c'est ce qu'aujourd'hui demandent aussi les chercheurs. Ça va alléger le ministère de l'Enseignement supérieur. Troisième dimension, c'est la possibilité qui est offerte aux universités pour la création de filiales. Création de filiales, c'est des entreprises qui appartiennent à l'université, mais qui sont régies par un autre système. Ça ne relève pas de la comptabilité publique, mais c'est une autre comptabilité beaucoup plus souple. Et les universités, de cette façon, elles auraient la possibilité de s'autofinancer, au moins partiellement. Et plus d'autres mécanismes qui vont rendre l'université plus performantes, avec plus d'initiatives. Elles auront également la possibilité d'aller faire des partenariats avec un certain nombre Elles auront la possibilité de recruter librement aujourd'hui ou pas sur le plan financier. Ça dépendra toujours du ministère de l'Enseignement supérieur. La fonction publique, voilà. Oui, tout ce qui relève de la fonction publique, oui, mais tout ce qui tourne autour des filiales, là, il y a une autonomie financière totale. Oui. Et l'université pourra faire appel à des compétences. Alors, le budget de la recherche est souvent critiqué parce qu'il n'est pas vraiment alloué. Dans le cadre de ces filiales, il y a une autonomie totale. Alors, professeur Ben Youssef, aujourd'hui, on considère le chercheur comme un fonctionnaire public. Il n'a pas le statut qui lui revient. Il faut revoir le statut du chercheur. Il faut revoir le statut du chercheur. Le statut du chercheur, l'université, c'est deux piliers différents. Il y a la formation et la recherche. Oui. Pour revenir d'abord sur la formation avant de répondre à cette question, on se pose la question. Le produit de formation, on forme pour qui? Ce produit-là, où est-ce qu'il trouvera son employabilité? Lorsqu'on parle d'environnement industriel, il faudrait que les programmes, déjà à leur conception, doivent viser certains recruteurs potentiels. Donc, lorsqu'on forme, parce que le produit de formation doit répondre à une certaine employabilité. Et là, c'est une question rarement qui est posée. C'est le premier point. Le deuxième point, qui n'est pas loin, qui est lié à ce point-là, il faudrait qu'il y ait un environnement industriel, un environnement économique autour de l'université et un partenariat. On commence d'abord avant de parler du statut du chercheur, la recherche universitaire, où nous avons le plus grand nombre de chercheurs. La cheville ouvrière des laboratoires de recherche universitaire, c'est le doctorant. Oui. Le doctorant, actuellement, la recherche, c'est une tâche annexe. Ce n'est pas une tâche principale. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a une bourse, il est dans une précarité. C'est ça. Ça, c'est la cheville ouvrière. Essayons de penser à un système autre que celui, parce que le doctorant doit être un chercheur permanent, à temps plein, si on veut que la recherche soit productive. Et à ce moment-là, on lui fait un CDD, ou bien ça sera un autre type de gouvernance, où il va cotiser sa retraite. C'est des années qui comptent pour la retraite, mais c'est un fonctionnaire et qui est tenu de résultats. Et ce qu'il nous laisse maintenant, on lance une recherche, et puis ça traîne dans le temps. Elle est dépassée, elle trouve pas le financement. Parce que le chercheur, il est en train de travailler sur son sujet, pourvu qu'il trouve un emploi, il va aller travailler, il laisse la recherche en second plan. Et c'est ça le fond de la non-performance de certains projets de recherche. Le financement de la recherche universitaire actuellement, hormis les PNR,
Oui, on va revenir sur le financement de la recherche scientifique. Je voudrais continuer, puisque vous me tendez la perche sur le statut du chercheur, sur l'encadrement. Aujourd'hui, le nombre de chercheurs, le nombre d'encadreurs qui est en manque réel, il faut passer par la valorisation des compétences. Nous avons l'Algérie, nous avons 750 chercheurs pour 1 million d'habitants, tandis que la moyenne mondiale est de 1500 chercheurs par 1 million d'habitants. Nous sommes en deçà de la normalité, je veux dire, un peu à tous les niveaux. Au niveau des chercheurs également, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau-là? Il y a un véritable cri de détresse de la part des chercheurs. Certainement, malgré que nous n'avons pas encore atteint des masses critiques concernant la représentation des chercheurs en Algérie par rapport au nombre de millions d'habitants, quoique nous avons fait des grands efforts et les classements mondiaux comme le GII témoignent que nous avons fait des avancées en matière de classement dans le cadre de représentation des chercheurs sur la population ou bien en R&D. Mais la chose la plus importante, c'est de voir les mécanismes qui vont permettre aux chercheurs algériens de se placer dans son monde. Vous savez que quand vous avez repris cette statistique, je suppose qu'elle est prise d'un document et d'un document de l'OCDE ou bien des grandes instances scientifiques. C'était aussi une déclaration de M. Hafid Aouad. Voilà, des grandes instances scientifiques qui relèvent ces statistiques. Figurez-vous que la majorité des chercheurs dans les pays émergents, développés sur le plan économique, résident dans les entreprises. C'est-à-dire, on peut trouver que jusqu'à 70% des chercheurs sont en entreprise et ne sont pas dans les universités. L'université, certes, c'est la cheville ouvrière de la créativité, de l'innovation qui tend la perche au secteur économique et aux entreprises pour le développement, de la recherche-développement et de l'économie, bien sûr. Mais ce qu'on constate en Algérie, c'est que majoritairement des chercheurs, nous avons quelques 2100 chercheurs au niveau des centres de recherche et quelques 30 000 enseignants-chercheurs qui ont ou bien des grades magistraux, ou bien c'est des enseignants-chercheurs qui font leur doctorat. En côté dans l'entreprise, on rencontre un sérieux réalisation qui n'est pas encore un défi pour nous. Des statistiques ont été faites par nous, engagées, et nous avons constaté qu'il y a moins de 200 chercheurs dans les entreprises. Et ces chercheurs-là n'ont pas, je dirais le chiffre exact, c'est 185 dans les grandes entreprises, que ce soit publiques ou privées, sans comptabiliser les PME, bien sûr. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il n'existe pas un statut de chercheur en entreprise. Il n'existe pas un statut de docteur dans l'entreprise. Et avant d'arriver à l'entreprise, je voudrais qu'on reste au niveau de l'université. Déjà, il y a un malaise au niveau de l'université chercheurs. Mais là, on ne peut pas dissocier l'université de l'entreprise quand on veut parler de la recherche scientifique. Oui, bien sûr, c'est passé de... Tout à l'heure, écoutez-moi. Oui. Tout à l'heure, notre DG, notre collègue, a relevé que nous avons atteint des masses critiques importantes en matière de développement de la connaissance. Je rappelle que depuis 1962 jusqu'à maintenant, nous avons enregistré 82 000 publications dans des bases de données assez élevées. Nos universités se classent dans des prestigieux classements, comme l'université de Blabès qui s'est classée dans le top 300 dans le classement de Shanghai. Sitif, Béjaïa, Constantine, Biskra, Silla se sont classés dans le top 1000 de The Ranking. 1000, oui. Mais si on veut parler de chercheurs et de recherche, développement, on ne peut pas rester dans le cadre théorique. Donc, où le chercheur pourra trouver son terrain, c'est en entreprise, c'est dans la société, c'est là où il peut exceller. Mais il faudrait qu'il y ait déjà ce statut de chercheur, qu'il le reconnaisse, qu'on le reconnaisse en tant que chercheur, parce que même au niveau, Juste une petite petit éclaircissement. La recherche universitaire n'est pas une recherche théorique. Ouais. Qu'on se mette bien d'accord, M. Salawati, parce que de par le monde, la recherche industrielle est sous-traitée à l'université. Elle est externalisée. C'est vrai que nous avons la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc, au niveau des universités, on peut faire de la recherche appliquée, on fait de reverse engineering, on fait tout type de recherche et d'innovation. Vous ne trouvez pas preneur pour ce produit mais écoutez bien, monsieur, attendez. Je ne vais pas rentrer dans le débat, mais je vais juste vous faire un petit commentaire. On est là pour le débat, monsieur Salawati. Un petit commentaire. C'est que, vous voyez bien que dans la crise de la Covid, il y a eu association des universités avec les grandes firmes multinationales pour la course pour faire le vaccin. Il a fallu attendre la pandémie. Attendez, je vais vous donner un exemple concret de notre terrain algérien. C'est pour la première fois qu'en Algérie, pendant
la pandémie, la crise de la Covid, que nous avons pu extrapoler des produits issus de la recherche scientifique au monde industriel. Donc, comment vous appelez un chercheur algérien qui est un directeur de laboratoire avec son équipe qui ont conçu des dispositifs à l'ozone? C'est des théoriciens, donc selon ce que vous avez dit. Mais ils ont pu emmener leur prototype à l'industrie, et ce prototype-là, il est commercialisé actuellement. Et même cette entreprise, qui est une entreprise industrie publique, a pris la peine donc d'accréditer, plutôt d'homologuer ce prototype pour qu'il soit exporté dans d'autres pays. Donc la matière grise est dans l'université. Oui. Et cette matière grise, elle doit être exploitée par les autres acteurs. On a des enseignants donneurs de cours, mais on a des enseignants-chercheurs qui font de la pratique. On a des chercheurs au niveau des centres de recherche qui font de la recherche-développement. Mais cette recherche-développement doit être exploitée. C'est ça le problème qui se pose actuellement. Le maillon manquant à la chaîne, c'est des mécanismes de valorisation des produits de la recherche universitaire. Oui, absolument. Il y a des mécanismes de valorisation et d'exploitation de la recherche. C'est vrai qu'on se dit qu'on est classé, que nous avons des publications et tout ce qui s'ensuit. D'accord, ça, c'est un bilan qui est fait, c'est un constat. Il y a un respirateur qui a été créé. Un respirateur, les tunnels, il y a eu beaucoup de choses. Oui. Mais il faut dire qu'il faudrait arriver à un moment donné à valoriser ces efforts-là et ces résultats de la recherche. Et il faut se poser la question, nous avons investi dans la recherche, quel est le retour sur investissement ? Le retour sur investissement, donc vous avez un écosystème scientifique de la recherche. Il faut mettre en place cet écosystème. Vous n'avez qu'à aller voir l'application Epticar et vous allez voir que, avant de parler de la recherche, je pense qu'il faudrait d'abord bâtir un écosystème. Un écosystème, c'est quoi? Oui. C'est tout d'abord avoir des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui font de la recherche appliquée, qui ont un savoir-faire en matière de recherche appliquée. On doit avoir aussi des infrastructures de la recherche scientifique, chose que maintenant nous disposons. Donc nous avons des plateformes technologiques, nous avons des plateaux techniques d'analyse physico-chimique, nous avons des HPC qui sont des plateformes, des plateaux de calcul intensif. Ce qui est maintenant donc intéressant, c'est que notre secteur est dans une stratégie de mettre en place les mécanismes. Ces mécanismes-là, si vous permettez, donc sont nombreuses. Par exemple, on a la création d'incubateurs au niveau des universités. Donc ce sont des mécanismes qui font le lien entre l'université et les acteurs socio-économiques. Nous avons tous ces plateformes technologiques qui ont donc un lien phare aussi pour aider à ce que l'industrie, les autres secteurs, la santé, l'environnement, l'énergie, pour développer donc leur savoir. Donc, mais c'est ça qui manque, c'est ce mécanisme ou ce lien, puisque vous le disiez vous-même à l'instant, ce n'est qu'avec la pandémie qu'on a réussi à industrialiser. Mais on pouvait pas parler avant. De la recherche scientifique. On ne pouvait pas parler avant de recherche-développement si on n'avait pas ce même, maintenant je dirais, parc scientifique et infrastructure que l'Algérie dispose actuellement. On doit investir. Donc, c'est pour répondre à la question, quel est le retour d'investissement de ce que nous avons fait? Le retour d'investissement, si on veut parler sur le développement de la connaissance, depuis 2008 jusqu'à maintenant, nous avons enregistré une progression exponentielle de nos publications nationales. C'est fulgurant comme progression. Ça a impacté. Nous avons des doctorants qui ne publient pas, qui font un travail de fonctionnaire. Ça a impacté positivement le classement de plusieurs universités, plusieurs chercheurs. Nous avons actuellement 15 chercheurs qui sont classés dans le top 1000, top 2000 des chercheurs au niveau mondial dans le classement de Stanford. C'est des chercheurs algériens qui vivent en Algérie. Vous avez votre collègue Boulcharani, il fait de l'école polytechnique, qui fait partie de ce classement. D'accord, mais il faut qu'on arrive maintenant. Parce que la situation économique, la situation sanitaire que nous vivons, tout ce que nous avons investi dans la recherche, il faudrait que ce soit avec les orientations de Monsieur le Président, il faudrait qu'il y ait une recherche créatrice de recherche à fort impact socio-économique. Et il faudrait qu'on arrive à créer par cette action de recherche, résoudre des problèmes, parce que la pandémie a révélé beaucoup de choses, a révélé qu'on ne peut compter que sur nous-mêmes. Finalement, oui, parce qu'on se retrouve isolé.
On a vu beaucoup. Et il faudrait que la recherche arrive, le système de recherche et d'innovation. Il faudrait mettre un système national de recherche et d'innovation capable de relever les défis, surtout en période de crise. Ouais. Et on parle de tous les domaines, hein, parce il faut quand même relativiser la situation en Algérie. Même dans les pays les plus développés, vous avez sur une centaine de projets de recherche à caractère appliqué. Il y a à peine 10 à 15% qui arrivent à franchir la vallée de la mort, c'est-à-dire qui passent de la recherche fondamentale à la recherche appliquée au prototype, puis par la suite à la commercialisation. Et les chiffres chez nous, s'il vous plaît? Chez nous, je ne peux pas vous dire le chiffre exact, mais c'est pour vous dire que la recherche et la recherche appliquée, c'est bien, mais aussi en parallèle, il faut avoir un secteur industriel assez fort pour pouvoir... Les entreprises sont frileuses. Aujourd'hui, elles-mêmes ne sont pas assez développées sur le plan technologique. Pour pouvoir accueillir et absorber ces idées innovatrices produites à l'université et les commercialiser. C'est ça. Combien aujourd'hui de nos entreprises possèdent des laboratoires de recherche? Il y a quelques-unes. Quelques-unes, les plus très peu, hein, les plus grandes entreprises. Dans notre secteur, nous avons 1564 laboratoires. Et concernant les entreprises, moi, je n'ai pas les chiffres. Peut-être vous pouvez donc consulter les autres secteurs. Et là, c'est une des faiblesses. Et là aussi, c'est une de nos faiblesses. Là où nous n'avons pas travaillé suffisamment et nous n'avons pas réussi à institutionnaliser cette relation université-entreprise. Et c'est pour ça que je reviens encore une fois à la charge en disant que cette loi d'orientation, la nouvelle loi d'orientation, dans sa mouture finale qui va être déposée incessamment auprès des hautes instances pour études, eh bien, elle va contribuer à institutionnaliser cette relation université-entreprise pour la rendre forte et aussi pour la rendre opérationnelle. Ce n'est pas parce que M. X connaît M. Y que cette relation entre l'université et l'entreprise marche. Non, il faut que ce soit quand même basé sur des mécanismes pérennes et durables. Et parmi les actions phares que le ministère est en train de mettre en place, c'est justement la mise en place d'un statut du docteur en entreprise. C'est l'institutionnalisation du doctorat en entreprise. Si vous avez des ambassadeurs de l'université au niveau des entreprises, c'est eux qui vont faire ce pont entre l'université et l'entreprise. Souvent, nous avons des entreprises qui ont d'énormes problèmes, mais déjà, sur le plan théorique, comment formaliser ce problème? Eh bien, c'est une problématique. Qui va le formaliser? Si ce n'est le docteur, si ce n'est le chercheur. Vous disiez avoir des chiffres à nous donner? Pour les chiffres, donc, notre secteur regorge de plusieurs statistiques qui semblent très intéressantes. Je dirais par exemple, concernant les produits issus de la recherche, nous avons donc un total de 433 produits de la recherche scientifique. Juste cette année, dans le bilan, donc, nous avons enregistré 28 produits issus de la recherche scientifique, dont 4 sont industrialisés et les autres sont exploités dans le secteur des services. En matière donc de brevets, donc nous avons cette année comparativement avec l'année 2019 enregistré un bond donc de 150% de croissance en matière de dépôt de brevets. Donc on est passé de 9 brevets à 28 brevets, avec 2 brevets à l'international, ce qui va impacter positivement le classement de l'Algérie en matière de GII, du Global Index of Innovation. Et aussi, ces statistiques-là ont permis peut-être que l'Algérie se classe dans le classement. Ces brevets ont-ils trouvé preneur, s'il vous plaît? Comment? Ces brevets ont-ils trouvé preneur? Oui, les quatre prototypes de la recherche scientifique du laboratoire APLEC de Sidi Bel Abbès ont été donc épuisés dans le marché par l'industrie de Soremep, qui est une filiale de ELEC El Jazair. C'est des premiers pas, mais qui sont très encourageants. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que il y aura dans l'avenir, et ça a commencé déjà, des mécanismes porteurs et très intéressants, comme l'arrivée des incubateurs universitaires.
Alors aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas assez de vie scientifique dans nos universités, ce qui fait aussi fuir un peu nos compétences, notre matière grise. On en a parlé encore hier lors du Conseil des ministres. Comment retenir cette compétence aujourd'hui? Les élèves de Polytechnique, les étudiants plutôt de Polytechnique ou dans les écoles supérieures sont les premiers à malheureusement quitter le pays pour aller être captés soit par les multinationales ou aller réussir ailleurs, innover ailleurs, créer ailleurs, mais malheureusement pas chez nous. Comment les retenir aujourd'hui, ces compétences chez nous? Comment faire revenir notre diaspora compétente? Oui, tout à l'heure, professeur Salawachi a parlé de l'écosystème. C'est un tout. C'est un environnement. C'est un environnement qu'il faut créer, un environnement favorable qu'il faut créer. Oui. Et aussi des traditions qu'il faut instaurer, des traditions en matière de valorisation de notre matière grise, humain, oui. Du capital humain, de la considération envers cet individu, également lui faire confiance, également créer des mécanismes qui vont lui permettre de s'épanouir dans son pays. Vous savez, aujourd'hui, nous avons le secteur de l'enseignement supérieur qui se développe à une vitesse, et nous avons malheureusement le développement, le secteur économique qui se développe à une vitesse beaucoup moins rapide. Oui, notre tissu économique, déjà, si on doit faire un bilan, est souvent orienté vers les services, le BTPH, mais il n'est pas dans l'innovation, la création. Et justement, cette différence de vitesse de développement crée on parle de création de start-up maintenant. Crée ce problème d'employabilité de nos jeunes diplômés. C'est pour ça qu'il faut ouvrir d'autres horizons, il faut libérer les initiatives, il faut donner plus de possibilités et faire confiance à la jeunesse à travers cette politique de création de start-up. Je pense que la voie est tracée et je pense que les premières actions sont dans le bon sens en matière de création déjà d'un ministère délégué chargé des start-up, et on voit l'engouement extraordinaire de nos jeunes, que ce soit au niveau de l'université ou en dehors de l'université, qui se dirigent vers la création de start-up. C'est quelque chose qu'il faut encourager. Il nous reste moins de 3 minutes avant de clore le débat. Aujourd'hui, investir dans l'économie de la connaissance, du savoir, c'est pas un terme nouveau, c'est ce qu'on a toujours fait. Mais aller vers cette création de l'immatériel, c'est ce qui réussit aujourd'hui pour le développement d'une nation. Création de l'immatériel, c'est vrai. L'intelligence artificielle, on l'utilise dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Mais pour revenir uniquement, parce que depuis plus de 30 ans, on entend le problème rapproché à l'université du secteur économique. Il faut dire la chose suivante. Il faudrait que le secteur économique soit demandeur d'abord. Pour qu'il soit demandeur, il faut qu'il y ait compétitivité. Certainement. Monsieur Saïd Dani peut vous le dire, lorsqu'on place nos étudiants en stage, c'est l'État qui les paye. Alors que sous d'autres cieux, c'est l'entreprise qui les paye. L'État paye même le tuteur. Oui. L'État reste le principal investisseur. Alors que l'entreprise a une main-d'œuvre gratuite. Oui. Il faudrait qu'on change de fusil. Également. Non, pour rapprocher le système, il faudrait changer de mentalité avec le secteur économique. Et c'est ce qui permettra maintenant même placer des docteurs en entreprise. Il faudrait qu'il y ait le statut du doctorant en général. Reconnu le statut du doctorant, qu'il soit en entreprise, qu'il soit en université, c'est du pareil au même. C'est lui qui fait la recherche. Parce que celui qui est en face la paillasse, celui qui est en face... pas l'administration. Donc il y a un problème de gouvernance et j'espère que ce sera pris en charge dans la loi d'orientation. Oui, c'est pris en charge. Qu'on attend depuis très longtemps. Elle est, je crois, dans sa 3e version. Elle est dans la version finale. Nous verrons les résultats, on en débattra sur ce plateau. Le dernier mot vous reviendra, M. Salawati. Si on parle de start-up, si moi, c'est-à-dire en ma qualité, je représente mon ministre dans le comité national de labellisation
des startups, de labellisation des startups, des incubateurs et des projets innovants. Je vous informe que dans les quelques 400 projets qui ont été labellisés, que ce soit start-up ou incubateur ou projet innovant, majoritairement sont des universitaires ou bien des diplômés de l'université algérienne. Et je dirais que c'est un indicateur qui est très encourageant pour l'université algérienne. Il faudrait arriver à les pérenniser, leur permettre d'aller plus loin dans leur recherche. Merci à vous, messieurs. Voilà, le temps s'est écoulé très rapidement. Nous avions encore beaucoup de choses à dire, mais nous devons rendre l'antenne pour la suite des programmes sur Canal Algérie. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.